Donc, je suis David Herviou, donc je travaille au Crédit Mutuel Arkea. Je travaille dans une équipe donc, qui est l'équipe du cloud privé, donc je suis responsable du projet en fait, pour la mise à disposition d'un cloud privé pour Crédit Mutuel Arkea. Je suis aussi responsable d'une équipe qui est en charge de toute la définition des méthodes d'architecture logicielle au sein du Crédit Mutuel Arkea. Donc en fait, on va vous montrer un petit peu dans ce sujet-là la genèse du projet cloud privé et puis un petit peu toutes les motivations. Puis on va vous faire un petit peu une rétrospective et voir un peu ce qu'on a pu observer. Et donc moi c'est Pascal Lombard et je suis développeur de logiciels au Crédit Mutuel Arkea et donc David c'est mon chef. Et je vais passer la prochaine demi-heure à l'interrompre tout le temps. C'est bon ? Ouais, allez, parti. Donc déjà pour commencer à vous présenter un petit peu qui on est. On est une banque. Voilà, on est un groupe mutualiste bancaire, donc composé de 3 fédérations. Donc on a le Crédit Mutuel de Bretagne, le Crédit Mutuel du Sud-Ouest et le Crédit Mutuel du Massif Central. Donc on est un groupe coopératif et territorial avec une volonté de rester indépendant. Donc on est nous cotés en bourse et on possède une vingtaine de filiales qui sont réparties en France et en Belgique. Donc, Fortino par exemple, c'est une filiale à nous. Vous la connaissez forcément. Voilà. Et après, on est concepteur, fabricant et distributeur dans le sens où on conçoit nos propres produits bancaires et d'assurance. On les met en œuvre et on les distribue soit sous nos propres réseaux de distribution et aussi on les distribue en marque blanche également. On aime bien faire nos trucs nous-mêmes. Gardez ça à l'esprit. Alors du coup, en fait, pour vous mettre un petit peu l'ADN de tout ce qu'on fait au niveau de la banque, on se définit comme entrepreneur de la banque et de l'assurance avec un fort ADN au niveau de l'innovation. Alors juste pour reprendre des choses qu'on a faites, alors il y a ça très très longtemps parce que c'était en 82. 82. On était les premiers sur le Minitel. 95. Et en 95, on était la première banque donc sur Internet. En 2009. On était la première banque en ligne avec sur l'iPhone notamment aussi avec Fortuné aussi en 2009. Voilà. Et après pour la petite histoire, en 2013, on a eu aussi un prix au congrès Big Data pour une solution qui s'appelle Domirama que vous ne trouverez pas chez les autres. Et ça Domirama permet d'avoir 10 ans d'historique sur vos mouvements. Cherchez, votre banque ne vous le propose pas. L'idée, c'est que vous pouvez faire des recherches full text sur toutes vos opérations bancaires depuis 10 ans. Voilà, l'idée, c'était ça. Donc, un peu tous les métiers qu'on a de notre côté, Crédit Mutuel Arkea, donc Fortuno, Pascal vous en passez. Ouais. Et après, il y a tous les vas-y, je peux revenir juste 30 secondes. On a toutes les parties, en fait, qui sont liées aux activités de la banque et de l'assurance. Et donc, en fait, on est présent sur tous les domaines du domaine de banque et assurance avec des filiales comme sur Avenir pour l'assurance IRD, l'après de la partie bourse, enfin les cagnottes en ligne de Litchi, par exemple. Voilà, donc des choses que vous pouvez connaître au niveau de la distribution qui sont assez répandues et utilisées. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu ce qui nous a amené à mettre en place un cloud privé chez Crédit Mutuel Arkea, mais aussi de vous faire surtout un retour d'expérience de cette mise en œuvre, notamment dans le cadre d'une expérimentation de DevOps, donc d'organisation qui est un petit peu disruptif par rapport à ce qu'on peut trouver dans les IT classiques. Donc l'idée, c'est qu'on va faire une rétrospective. Donc ça a commencé en 2012-2013. L'objectif, c'était de savoir qu'est-ce qu'on allait pouvoir améliorer au niveau de notre IT. Donc en fait, souvent, les modifications qu'on engendre de côté de Crédit Mutuel Arkea viennent de l'IT. Donc la partie Big Data sur laquelle on avait eu un prix avec Domirama, la partie genèse Big Data au Crédit Mutuel Arkea, si vous ne le savez pas, en fait, on était même le premier à proposer une solution Hadoop au niveau d'une banque. Là, c'est un peu la même idée, c'est qu'on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose au niveau de notre IT pour devenir un peu plus concurrentiel. Donc l'idée, c'est qu'on a commencé par réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait faire pour automatiser les configurations réseau. Alors comme on était dans une IT très silotée, chaque équipe avait industrialisé ses propres process. D'accord ? Et on avait eu des workflows qui permettaient de synchroniser tout ça, puis d'orchestrer un petit peu tous les éléments pour avoir les demandes de tickets qui étaient accomplies au bout de 3 semaines, 1 mois. D'accord ? Donc je pense que c'est assez classique, vous y retrouvez dedans. L'idée, c'est que on voulait trouver des solutions qui permettent d'améliorer et de rendre un petit peu plus fluide toute cette automatisation. L'autre idée, c'était de savoir comment on pouvait provisionner des environnements projets. Je pense que si vous êtes dans une industrie qui fournit des environnements sur lesquels peuvent travailler des équipes projets, vous avez souvent des environnements d'intégration, des environnements de validation, des environnements de recettes, de pré-prod, d'homologation, de production. Ah ouais, non, moi il me faut aussi ma recette privée pour mon client de machin. Tu peux m'en faire une ? Et là, c'est là où on était bloqué, c'est qu'on n'avait pas moyen de faire de déroger au workflow existant. C'est qu'en fait, on avait des environnements qui étaient claqués, fixés une fois pour toutes. Et mes tests de perf, je les fais dans quel environnement ? Et c'est là où on n'avait pas de la possibilité de fournir des environnements dédiés pour des problématiques particulières.
Donc l'idée, c'était vraiment de fournir quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus flexible, qui s'adapte aux besoins des projets et qu'on arrête de proposer une seule solution pour tout le monde au niveau de nos projets et on va dire, du provisionnement de nos environnements. Donc c'est là qu'ont commencé, on va dire, en 2013, fin 2013, les expérimentations sur OpenStack. Donc c'était très embryonnaire au départ. On a une personne qui a commencé à travailler sur OpenStack, notamment sur les parties virtualisation réseau, donc les fonctions réseau, pour savoir qu'est-ce qui pouvait être fait. Et puis on a commencé à regarder un petit peu les offres de pass, parce qu'en fait on s'est dit qu'une offre complète devait adresser la partie IT, mais devait aussi adresser la partie plus projet-études, avec toute la partie facilitation de la mise à disposition de briques sur étagère. Donc juste si on devait schématiser rapidement ce sur quoi on a focalisé pour essayer de fournir notre offre, c'est qu'on partait de ce que vous voyez en haut, donc différents environnements avec des topologies réseau, donc ce qu'on va retrouver avec les petites bulles bleues et les petits traits noirs. Donc la production qui était dans un environnement hautement disponible avec une architecture réseau redondée, avec des applicatifs qui étaient conçus pour être résilientes en cas de panne dans nos data centers. Donc c'est-à-dire qu'on a 2 salles à Rennes qui font office, chacune qui est isolée de l'autre. Et on a du load balancing entre les 2 salles, en production. Donc, ce qui permet... dans les autres environnements, on l'a pas. Donc l'idée, en fait, c'était de pouvoir reproduire la même chose qu'en production, hors production, et ce de manière assez à la demande, et en plus décommissionner rapidement. Parce qu'il y a une chose qu'on est très fort, c'est commissionner. Mais revenir en arrière pour décommissionner les choses, c'est beaucoup plus dur. On supprime rien, on n'aime pas ça. Donc voilà, donc l'idée c'était d'arriver à quelque chose où on arrive à mettre en œuvre une stratégie de continuous delivery, donc c'est-à-dire de pouvoir avoir une stratégie de test automatisée depuis l'environnement de développement. Donc là ce qu'on va voir, c'est la partie continuous integration qui va jusqu'à la production avec des tests qui vont être automatisés sur un certain nombre d'étapes et une étape de validation manuelle pour le déclenchement en production. Donc 2014, c'est l'année où on va commencer vraiment les grosses mises en œuvre. On fait une première expérimentation de proof of concept avec OpenStack et Docker. Alors pourquoi Docker ? En fait, sur les solutions de pass, par rapport à l'approche qu'on avait jusqu'à présent, au niveau applicatif, on s'est dit, si on veut pouvoir donner la main à nos utilisateurs, il va falloir qu'on leur offre quelque chose où nous, côté IT, on n'ait pas beaucoup de choses à opérer, mais par contre, côté études, côté projet, ils puissent mettre ce qu'ils veulent dedans, qu'ils aient la main sur ces technologies. Donc on a trouvé que le bon compromis, c'était Docker. Alors on utilise Docker juste comme une technologie de containerisation, on n'utilise pas comme une technologie avec l'orchestration de déploiement, on l'utilise vraiment juste comme une unité de livraison. Et donc on s'est dit, en partant sur une solution qui mixe de l'OpenStack avec du Docker, on sera pas mal parce qu'on va opérer toutes les livraisons et toute la façon dont on va orchestrer l'infrastructure de la même façon. Donc c'est pour ça qu'on part sur une première POC en début 2014 sur cette solution. Donc en mettant en œuvre OpenStack, sur la première moitié de l'année, on voit que tout ce qui est problématique qu'on avait vu dans le précédent slide sur la partie, on va dire, automatisation, provisioning, et puis réseau, automatisation des fonctions réseau. Donc tout ça va répondre à nos problématiques. Donc quelque part, on est dans l'approche qui est cible par rapport à ce qu'on s'était fixé comme objectif. Et pareil, Docker, on sait qu'on peut facilement les générer. Les développeurs sont à l'aise avec, donc on n'a pas de problème en fait pour discuter avec eux. Ils nous envoient un Docker, ils savent les faire, et nous on saura le déployer. Gros avantage aussi de Docker, c'est que si vous avez cité la précédente présentation qui avait lieu ici, on trouve un aspect assez dérangeant lorsqu'on avait des environnements qui étaient pré-provisionnés, c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes environnements hors production et en production, pas les mêmes versions de noyau, pas les mêmes versions de Linux, pas les mêmes versions de middleware, pas les mêmes versions de Tomcat, bref, tout un ensemble de choses qui fait qu'on peut dire que la prod n'est pas ISO à leur prod. Donc là, l'idée, c'était de dire, dans votre Docker, vous avez votre environnement d'exécution, c'est cet élément-là qui sera livré depuis la prod, depuis le développement jusqu'à la prod, et c'est cet élément-là qui ne changera pas dans le cours du temps. 2014. Et fin 2014, c'est un peu la chose où on se dit ce qui n'arrive qu'aux autres n'arrive qu'aux autres, et ça nous est arrivé. En gros, on a repéré entre guillemets parce que forcément ils n'étaient pas totalement indépendants pour faire leurs actions de côté des personnes qui nous ont fait un shadow IT entre guillemets dans le dos. L'idée c'était tout le monde shadow IT, ça parle à tout le monde parce que ça va vous arriver les amis. Parce qu'en fait, l'idée qu'il y a eu derrière ça, c'était qu'on essayait de comprendre pourquoi ils étaient partis chez AWS versus rester chez nous. Si on voit ce qui était proposé juste avant avec des choses assez monolithiques, très figées dans le marbre, qui n'avaient pas de flexibilité, on comprend assez aisément pourquoi ils sont allés prendre des choses sur étagère. Par contre, le fait de prendre juste quelque chose sur
sur étagère avec plus de workflow, plus de personnes à même de vous garantir un certain nombre de choses en termes de résilience, ça pose quelques problèmes. Donc là, en gros, à la fin 2014, on a été obligé, contraint et forcé, de se dire quelle est la différence entre la proposition de valeur qu'on pourrait faire avec un cloud privé versus un cloud public. Parce que si on se compare à AWS, bon, il n'y a aucune chance, c'est même pas la peine, le projet il démarrera pas. Avec tout ce qu'ils ont sur étagère, l'idée c'est, vous êtes gentil, vous allez être 3-4 à bosser sur un cloud privé. Amazon, ils sont plusieurs centaines, voire des milliers à bosser sur les offres. Je crois que ça va être vite vu. Donc là, en gros, on a commencé. Alors quand je dis identification de contraintes réglementaires, c'est qu'on s'est dit, wow, là il y a quand même des choses, on va pas pouvoir mettre, on est une banque, on va pas pouvoir mettre tout ce qu'on veut sans avoir réfléchi à des questions de réversibilité, de disponibilité, de interconnexion et de lien entre un data center public avec les nôtres. Voilà, donc il y a eu un début de réflexion à avoir sur cette partie-là. Oui, en fait, en tant que banque, on a des contraintes qui sont très spécifiques. C'est-à-dire qu'il faut déjà effectivement que les applications qu'on propose soient disponibles, soient sécures dans le sens il faut qu'elles soient sûres. C'est pas qu'une question de les garder chez nous, c'est une question de on doit pouvoir fournir des preuves et elles doivent être auditables. Donc on est garant de ce que vous mettez dans nos applications en fait. Et ce sont des choses qu'il fallait qu'on s'assure qu'on puisse respecter à la fois sur le cloud public et aussi sur le cloud privé. Et c'est peut-être là qu'on avait justement une carte à jouer. Et donc du coup, en fait, dans cette étude forcée entre guillemets, on a réussi à voir que finalement, la mise à disposition des services au cloud public n'allait pas forcément être le plus facile à mettre en œuvre par rapport à une intégration dans un SI. D'accord ? Donc l'idée, c'était de dire, par rapport à ce qu'on a comme existant, si on veut intégrer finement tout un mécanisme de cloud privé ou de cloud, on va dire de manière générale, qui soit intégré de manière frictionless, on va dire, c'était avec une approche qui était au plus près des données dans nos data centers, sur lequel on pouvait maîtriser le périmètre de manière très, très claire et très précise, et sur lesquels on allait pouvoir appliquer les process de sécurité, les process d'auditabilité, plus toutes les couches on va dire, qu'on avait pu mettre en place par rapport à tous les process actuels, sans renier sur tous les éléments de flexibilité qu'on attendait. Donc début 2015, c'est un peu le début du projet cloud privé en tant que tel, puisque c'est celui à ce moment-là qu'on va commencer à faire notre proposition de valeur. Donc dans cette proposition de valeur, on identifie ce qu'on va mettre en place, à savoir qu'on va proposer à nos utilisateurs un OpenStack, un IaaS, mais on ne va pas le proposer directement clé en main comme ça, brut de fonderie, on va y adjoindre des choses. Donc sur ces éléments qu'on va adjoindre, c'est en gros, on se dit, les métiers de l'infrastructure et les métiers du développement sont des choses complètement différentes. On ne va pas pouvoir donner la main sur un IaaS à des développeurs qui n'ont jamais touché à une notion d'infrastructure. Donc on considère que dans ce projet-là, il va falloir faire la distinction entre les personnes qui gèrent l'infrastructure et des personnes qui font du développement. D'accord ? Donc pour permettre de travailler assez rapidement et d'avoir la flexibilité au niveau des développeurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer des motifs de déploiement. Donc c'est des motifs HIT. Donc on va faire des templates génériques HIT qu'on va proposer à la main des développeurs. Donc on verra tout à l'heure comment, Pascal vous présentera ça, comment ils intègrent ça dans leur processus de continuous delivery. Donc ça va leur permettre d'avoir en gros l'assurance que ce qu'ils vont utiliser, ça leur permettra d'avoir des motifs hautement disponibles. Donc on va pouvoir déployer des VM dans les deux salles, que les VM sont placés derrière un load balancer qui est implémenté, qui permet de faire du achat avec du failover, de pouvoir déployer des DMZ sans avoir à se soucier de la façon dont déployer est interconnecté avec nos réseaux externes et nos fournisseurs d'accès Internet. Donc tous ces éléments-là sont cachés à travers en gros une solution qui leur permet de manipuler l'infrastructure. Et donc pour mettre en place cette offre de cloud privé, on va dire, on décide de mettre en lien très proche des équipes de développement avec les équipes opérationnelles qui vont construire l'offre de cloud privé. Donc les équipes de développement sont ceux qui vont faire l'offre qui vont refondre le site mobile de notre fédération. Voilà, donc fin 2015. Voilà, donc en fait, surtout la fin on va dire deuxième semestre 2015, ce qu'on va faire, c'est qu'on va challenger la proposition qu'on fait avec les développeurs qui vont être là pour nous dire telle partie ça va bien fonctionner, telle autre partie c'est un peu plus bancal, et on va commencer à pouvoir affiner la proposition qu'on fait avec notre intégration continue, nos motifs HIT, et on va dire le portail, on propose un portail pour accéder à OpenStack, un portail qui s'appelle Arca on Demand qu'on verra tout à l'heure. Donc du coup, on fait cette mise en œuvre de notre IaaS sur la version Kilo.
Et puis donc du coup tout se déroule hors production sur cette version kilo. Et on fait une première montée de version sur Liberty en fin novembre, sur toute la partie hors production, pour essayer de suivre le cycle de release d'OpenStack. Donc c'est pas sans mal, mais effectivement on a réussi à faire cette première montée de version sur Liberty à la fin de l'année 2015. Alors, juste sur la précédente slide, la partie production, parce que du coup les développements partent en production, mais on n'a pas encore un OpenStack de production. Comment on fait pour assurer de la prod sur quelque chose qui n'a pas été développé sur de l'OpenStack? Alors comme c'est nous qui avions gardé la main sur les motifs HIT qu'on a mis à disposition des développeurs, ce qui se passe, c'est qu'on connaît exactement la structuration de la topologie réseau et des éléments qui sont mis en œuvre. Donc ce qui nous permet de dire, ça, on peut le calquer assez facilement par de la configuration d'un F5, par la configuration d'un élément réseau, par la configuration de 2 Tomcat applicatifs, et donc on peut redéployer. Alors voilà, forcément c'est pas automatique. Il y a toute la démarche qu'on faisait avant qui est appliquée en production pour pouvoir livrer ce qui a été fait hors production. Donc c'est pas une période très agréable parce que finalement c'est une phase transitoire qui permet de faire en sorte de livrer ce qui a été développé sur OpenStack en production. Oui, enfin ça dépend. C'était pour eux. Parce que là où on gagne, le gain principal, il est déjà en développement. Parce qu'en développement, vous n'avez pas à attendre 3 semaines pour avoir un serveur pour déployer votre version de recette. Vous n'avez pas à attendre 3 semaines de plus pour avoir une autre version de recette parce que X et Y. Là, vous l'avez tout de suite. Donc vous pouvez développer très très vite. Et effectivement, au niveau de la production, par contre, on est resté sur des bons gros vieux serveurs qu'il a fallu provisionner avant. Bon, là, on avait l'intérêt comme de Docker, parce que du coup, on n'avait pas besoin de savoir comment on installait les middleware qu'ils utilisaient spécifiques. Là, on avait juste qu'à déployer notre Docker. Ouais, ok. On va passer, je te laisse la main. Ouais, j'y vais. Non, c'est moi qui la prends. Allez, vas-y. Donc, je vais vous détailler un peu ce qu'on leur a proposé. D'accord. Donc, le principal, la pierre angulaire, c'est qu'on voulait quelque chose qui soit fortement intégré à notre récit. On partait d'un existant. Il n'a jamais été question de repartir d'une feuille blanche. D'accord ? On avait déjà de toute façon, c'est très simple. Hein. On est une banque, ça veut dire que notre métier et nos données sont déjà bien rodés, pour ne pas dire vieux. Mais ils sont déjà bien rodés et surtout, ils sont à un endroit que vous connaissez tous qui s'appelle le host. ZOS, IBM, tout ça. Ça, c'est pas prêt de mourir. Ça sera là probablement quand on n'y sera plus. Voilà. Et donc, ce qu'il fallait, c'était une solution sur laquelle on puisse à la fois aller très très vite en développement pour des applications métiers, des frontaux qui sont jolis, qui doivent changer tout le temps parce que les clients américains ça change tout le temps, ils ont raison. Mais en même temps, qui soient très très proches du métier, donc du legacy. Donc à partir de là, on est parti sur une solution qui était effectivement donc très intégrée fortement, donc qui était déployée sur les mêmes machines que nos machines habituelles. Donc dans nos data centers qui sont à nous, hein, on a des data centers, enfin on a nos propres data centers, et donc plutôt que de partir sur une offre avec une nouvelle salle, on a juste on a fait racker par les gens qui ont l'habitude de racker des serveurs, donc par les équipes habituelles, on leur a fait racker les serveurs sur lesquels on a pu installer notre OpenStack. Et pareil, on a configuré les réseaux pour que les réseaux qu'on créait dans OpenStack puissent voir les réseaux qui étaient configurés comme d'habitude au niveau du legacy. Alors, il a fallu aussi qu'on reprenne tout ce qui était abduction de flux en DMZ, parce que là aussi on avait déjà un existant qui était assez fort, notamment parce qu'on travaille avec deux fournisseurs d'accès Internet. Si jamais il y a un opérateur qui tombe en panne, vous pouvez quand même continuer à regarder vos comptes, sauf si vous êtes chez ce même opérateur, vous êtes en panne aussi. Et donc ça fait toute une partie de configuration réseau qui était déjà faite, qu'il a fallu réécrire en fait au niveau d'OpenStack. Mais ça se fait bien, hein, ça marche. Donc avec le routage vers les réseaux, pour que les applications qu'on instancie d'OpenStack puissent accéder aux informations bancaires des gens, par exemple, mais puissent accéder aux métiers qui existaient déjà au niveau du legacy, qui n'est pas tout se réécrire, parce que ça on aurait pu le faire aussi, hein, APIiser l'existant, pour qu'ils puissent accéder via des API dédiés. Mais on a préféré rester sur la solution, sur une continuité de l'existant, qui est qu'on utilise les mêmes tuyaux, en fait, qu'on soit sur OpenStack ou pas, pour accéder aux informations, aux données. Et d'ailleurs, en parlant des données, c'est pour ça qu'on est parti sur on a décidé dès le début, on a fait le choix de ne pas embarquer le stockage.
la partie stockage d'OpenStack. En fait, parce que d'une part, on avait déjà cette chose à faire, sincèrement, et d'autre part, parce que ça ne correspondait pas forcément aux besoins. Là, jusque-là, on vous a parlé effectivement d'applications frontales, de frontaux web, de choses un petit peu... En fait, en gros, on voulait surtout déployer des applications frontales JavaScript, mais qui ne font pas de données, pas d'API, pas de base de données, donc pas besoin de stockage en fait, pour l'instant. Donc on est parti sur une approche infrastructure as code plutôt que de faire du provisioning. Donc ça veut dire que quand on déploie une application avec son infrastructure, elle est provisionnée sur le moment, et elle est déprovisionnée ensuite. Alors, on ne fait pas de mise à jour des applications comme ça. Ouais. Bon sang. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on utilise pour piloter la plateforme? On utilise, donc, pour l'orchestration, on utilise HIT. Donc, la plus grosse partie du travail du mois au départ a été d'écrire des templates HIT qui puissent être des YAML qui puissent être exécutés par HIT, alors, à plusieurs endroits. On va voir ça après, mais c'était sur ça que... et ces templates-là, comme nous, on les écrit, on en est garant. Ça veut dire que si vous passez par ces templates-là, vous êtes sûr que vous aurez dans vos applications une infrastructure qui soit hautement disponible, load balancé, sécurisé, etc., qui puisse accéder au réseau d'habitude, etc. Vous n'allez pas vous poser de questions au niveau de l'infra, en fait. OK ? Donc, ce catalogue de motifs de déploiement, vous aurez traduit vous-même que c'est tout simplement des templates HIT, donc des YAML. Et on s'était mis d'accord aussi sur le fait que vous livrez tout par Docker. Ça veut dire aussi qu'avant, quand vous deviez déployer une application, vous deviez suivre les préconisations que nous vous avions données. Donc vous pouvez faire que du Java, avec des frameworks que nous avions nous-mêmes validés. Donc vous faisiez du GWT et puis c'est tout. Et vous ne pouviez pas faire grand-chose d'autre. Aujourd'hui, vous voyez un nouveau truc, le framework du jour qui s'appuie sur Node.js, vous pouvez y aller tant qu'il tient dans un Docker. Bon, on verra après derrière que ça pose d'autres soucis et c'est plutôt là le retour de l'expérience. Le JavaScript c'est super. Donc après, donc ça veut dire aussi que comme les développeurs ne peuvent pas jouer du HIT sur leur machine, donc il fallait qu'on leur donne un point d'entrée pour qu'ils puissent exécuter ces templates-là. Alors la première proposition, c'est de le faire par l'intégration continue. En gros, ils ont une intégration continue qui est basée sur Jenkins, et on a développé, et open sourcé depuis d'ailleurs, un plugin qui permet de lire les templates HIT, d'extraire les paramètres, de jouer le template en question sur l'infrastructure, sur un de nos deux OpenStack, et de vous renvoyer le résultat. OK, d'accord, OK ou KO en fait. Voilà, du coup, j'en profite juste pour vous parler de ce petit plugin. C'est le premier dans la démarche open source en fait, qu'on a mis en place en parallèle de la mise en place du cloud privé. On en a profité en fait pour dire tout ce qui est communautaire, on l'utilise depuis très longtemps dans la maison. C'est l'occasion ou jamais là de dire finalement c'est un plugin qui peut servir à la communauté, de pouvoir piloter depuis Jenkins, parce qu'il y a au niveau des développeurs, il y a beaucoup d'usages de cette plateforme Jenkins, donc de pouvoir déployer facilement en interagissant avec HIT, d'interagir sur la plateforme OpenStack. Donc je vous invite à aller le voir et à dire que c'est super. Le développeur est là-bas. Donc il est générique, ça veut dire que tant que vous lui donnez du HIT à manger, il va pouvoir l'exécuter sur l'OpenStack que vous voulez. Donc à la masse d'utilisateurs finaux. On a fait une petite capture, est-ce qu'elle passe? Ouais. Donc là vous reconnaissez directement ça passe. Jenkins, qu'est-ce qu'il y a? Oui. C'est cool, on n'a pas l'effet démo là en fait. Ouais, mais non, c'est une démo, parce que j'avais pas fait une démo en vrai. Donc vous choisissez votre template. Hop, le fichier d'environnement que vous passeriez en ligne de commande aussi. Donc vous pouvez deleter ou pas. Et vous avez, donc là il a mappé toutes les entrées du template YAML sinon vous passeriez en paraméteur dans votre ligne de commande HIT. Et une fois que vous avez défini votre job, vous pouvez le lancer. Hop, c'est parti. Et là, il va directement exécuter le template sur l'infra OpenStack.
Et bon, là, je vais un peu tricher parce que normalement, ça prend un petit peu plus longtemps. Hein. Ouais, mais là, l'idée, c'est qu'on n'a pas d'environnement. Par exemple, si c'est un environnement qui est déployé pour du test de perf ou du test fonctionnel, on n'a pas d'environnement, on n'a rien pré-provisionné. C'est là, au démarrage du job, paf, on provisionne la VM, on déploie le Docker, on passe les tests éventuellement et on redescend l'environnement. Donc on est vraiment dans une approche de fourniture d'infrastructures à la demande, donc qui est une approche complètement différente de celle qu'on avait jusqu'à présent. Surtout que là, tout est à la main du développeur devant son poste de travail. Il n'a pas à aller demander une ouverture de flux quelconque ou de provisionnement à un serveur, rien du tout. Donc là, ça rebondit sur la présentation de ce matin. On disait c'est souvent les côtés SSI que ça bloque. Là, dès le départ, on a bloqué toutes les parties accès au VM suivant des principes qui étaient déjà existants dans nos infrastructures. Donc cette partie-là, en fait, elle n'est pas bloquante pour nous. C'est-à-dire que les accès au VM sont les mêmes que les accès aux machines qu'on avait jusqu'à présent, en fait. Voilà. Donc ça c'est l'accès à l'orchestration d'OpenStack via l'intégration continue. On a aussi une la deuxième porte d'entrée vers notre cloud privé. C'est un portail qu'on a développé qui s'appelle Arc on Demand, qui permet d'exposer donc un catalogue de services. Enfin, quand je dis un catalogue de services, en gros, vous aurez compris que c'est la liste des templates dont je parlais tout à l'heure. Donc qui tient lieu et qui permet à part donc, de l'intégration continue, qui permet de réaliser les actions les plus fréquentes que les développeurs ont besoin de réaliser. Soit ça va être de déployer un Docker rapidement, de s'instancier un Jenkins qui lui va tourner sur OpenStack. Ça c'est pas mal. Ça veut dire que quand j'arrive sur un projet, je peux directement avoir mon intégration continue à moi, qui va tourner sur OpenStack et qui elle-même va déployer des applications sur OpenStack. Bon, c'est l'inception qui est en train d'essayer de vous expliquer là. Aussi pouvoir publier en 2 clics les applications sur Internet par exemple. Cherchez pas, vous n'avez pas d'offre pareille en public. Là pareil, je fais une petite démo parce que j'aime bien, c'est joli. Donc là par exemple, vous pouvez déployer un Docker, vous rentrez juste l'adresse où trouver le pointard de votre Docker sur un espace S3 qu'on vous propose, et tac, vous pouvez demander à ce qu'il soit déployé pour pouvoir tester vos applis. Vous pouvez voir quelles sont les ressources auxquelles vous avez encore droit. Vous pouvez avoir la liste de vos stacks. Si vous êtes des utilisateurs OpenStack, d'habitude vous faites ça avec Horizon. Voilà, on vous masque la complexité d'Horizon juste parce que vous avez besoin de voir la liste de vos stacks. Et vous pouvez aussi faire un déploiement de votre application, une exposition, une publication sur Internet ou sur l'intranet en... Ah, j'avais dit 2 clics, c'est pas vrai, c'est en un seul clic en fait. Voilà, en un seul clic et en 3 secondes. C'est pas mal, hein? Ça veut dire que votre mise en production, elle est là. Vous avez déjà provisionné votre stack il y a 2 semaines, vous avez pu la tester, et il vous reste plus qu'à la publier. C'est fait en 2 minutes. Alors, on va reprendre un peu la main. Donc, ouais. On voulait aborder la question, donc pourquoi un cloud privé? Est-ce que c'est pour la sécurité? Non, parce qu'on peut très bien avoir autant de sécurité avec des clouds publics. On a vu les principaux fournisseurs de cloud publics et ils sont tout ce qui va bien. Ils peuvent être en France ou au moins en Europe, PCI DSS, tout ce qu'il faut. Donc c'est pas la vraie raison. Après, juste un petit aparté sur la partie sécurité. Ouais. En fait, ils s'occupent que de la partie IS, donc que de la partie infrastructure. Et en fait, lorsque juste on parle partie PCI, sur un niveau bancaire, par exemple, ils vont couvrir sur les 250 recommandations PCI, ils vont couvrir 50 et tout le reste va être plutôt au niveau applicatif et au niveau procédure d'accès aux machines et ce genre de choses. Et tout ça n'est pas couvert. C'est à vous, c'est toujours de votre responsabilité. Donc en fait, qu'on se place chez nous ou chez eux, c'est des choses à couvrir de toute façon. Voilà, c'est pas les coûts non plus, parce que OpenStack c'est pas cher, mais nous on est assez cher. Les coûts sont pas les mêmes. En fait, ouais, voilà. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que c'est pour la réversibilité? Parce que c'est aussi un truc qu'on peut chercher. Parce que quand il faut revenir d'un cloud public, en fait, ça se fait aussi. C'est pas un obstacle. La vraie raison, on l'a vu tout à l'heure, on l'a dit plusieurs fois, c'est effectivement que tirer des liens entre notre existant, qui lui ne bougera pas, hein, et un cloud privé, c'est très long, c'est très cher, et ça ne vaut pas forcément le coup. Pour l'usage qu'on en a en fait. Et OpenStack se prête très bien justement parce que tout simplement on peut le bidouiller enfin suivant nos besoins. Il se prête très bien à ce genre d'utilisation en privé.
Alors oui, parle-nous un peu de nos deux catégories d'utilisateurs, David. Ouais, alors on était parti sur une première approche qui était de dire, si vous vous souvenez au tout début, on va faire du full DevOps. Donc on avait mis une équipe de développeurs associée avec l'équipe qui montait le cloud privé, de manière assez on va dire proche, pour qu'on puisse essayer de fournir quelque chose d'opérable et qui corresponde à nos utilisateurs. Ouais, en fait, ça c'est les DevOps dont vous avez entendu parler partout. Ils font le développement et ils font aussi les astreintes et le run. Et le run. Donc c'est ce qu'on a essayé de mettre en place. Donc ça pose des questions d'organisation, ça remet en cause l'existant et on en arrive à se poser en fait la question de savoir est-ce que finalement les personnes qui ont pris la partie DevOps mais finalement qui n'ont pas totalement la main sur l'infrastructure, c'est une bonne solution. Alors aujourd'hui, il y a d'autres utilisateurs qui viennent nous voir et qui nous disent on veut utiliser votre cloud mais on ne veut pas faire de prod. Alors, on ne veut pas faire prod pour plusieurs raisons. Le beurre, l'argent du beurre, mais enfin, ça va pas du tout. Tout à fait. Mais en fait, ce qui les intéresse, c'est la partie flexibilité hors production. En gros, bypasser tous les process qu'il y avait jusqu'à présent pour avoir 3 semaines pour avoir son serveur. Donc, en gros, l'idée, c'est de pouvoir leur fournir tout ce qu'on a mis en place pour l'équipe DevOps, mais dans un environnement, en gros, qui leur permet de faire tout ce qu'ils ont envie, mais dans laquelle on va pouvoir assurer la production. Sauf que assurer la production de quelque chose dont on n'a pas on va dire cadrer le développement, qu'on n'a pas cadré au niveau de la chaîne de déploiement dans les différents environnements, on n'a pas validé la qualité, des éléments de choses, et ben ça pose un certain nombre de questions. Alors c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en gros, c'est un jeu de contrepartie. C'est-à-dire que quand on leur dit, si vous voulez avoir toute cette flexibilité hors production pour pouvoir déployer des environnements que vous n'aviez pas à disposition jusqu'à présent, vous voulez pouvoir déployer dans un quota qui vous est alloué, et puis vous pouvez tester des choses, et ben finalement on leur dit, si vous voulez qu'on exploite ces solutions que vous allez mettre en place, il va falloir respecter un certain nombre de pratiques. Donc c'est-à-dire qu'on va les tirer vers le haut, pour faire des applications qui vont être de plus en plus, entre guillemets, cloud ready, et qui surtout qui soient exploitables dans les derniers on va dire standards d'exploitation. Donc on a vu tout ce qui était monitoring ce matin dans certaines confs qui avait lieu. L'idée, c'est que nous, on impose dès le départ ce changement de paradigme où jusqu'ici, c'était l'IT qui mettait à disposition tous les éléments pour vérifier que les serveurs, les disques, les I/O, tous ces éléments-là, ils étaient bien, donc ça allait garantir que l'application tournait. Tout le monde sait que ça ne marche pas. Et donc du coup de tourner et renverser la situation et de dire maintenant si on veut vérifier que quelque chose fonctionne, il faut vérifier que ça fonctionne au niveau métier. Donc c'est vous, développeurs, au niveau de vos applications, qui allez faire en sorte que ces applications, on puisse les superviser et les monitorer. Donc après on offre forcément des services pour pouvoir ajouter ces éléments de monitoring, donc des solutions d'APM. Donc on les oblige quelque part à passer dans ce process-là. Après on les oblige... Parce que ce sont des solutions qui sont modernes, tout ce qui est log centralisé, APM et sonde synthétique. Ouais, exactement. Tout simplement test fonctionnel de son appli. Ce sont des choses qui sont bien aujourd'hui. Donc on les tire vers le haut en fait de cette façon-là. C'est pas juste faire du cloud pour faire du cloud. C'est si vous voulez faire du cloud parce que ça va plus vite, montez votre niveau les amis. Donc en fait c'est un jeu de donnant-donnant qui a priori fonctionne pas mal aujourd'hui dans la phase en tout cas hors production. On est en train d'expliquer là, tac. Voilà. Donc en fait, juste sur la période, je sais pas combien de temps il nous reste. Non, moins d'1 minute, c'est fini. 1 minute. Bon, allez, c'est pas grave, on va gratter. Allez, on va gratter. Les bonnes nouvelles, c'est que du coup, on a une approche qui est complètement différente, c'est-à-dire qu'on teste au fur et à mesure ce qu'on met à disposition comme template de manière très itérative et très récurrente parce que les utilisateurs sont permanents en train d'instancier, désinstancier, donc on valide nos templates. En même temps, du coup, ça nous permet de monter de manière très sereine en production ces motifs-là pour qu'ils puissent les jouer. Et puis après, toute la partie applicative, on a dit ça tire tout vers le haut. Ouais. En fait, ils n'ont pas à réapprendre leur métier parce que souvent on vous dit ouais DevOps, réapprenez votre métier. Là, ils font pas vraiment du DevOps, ils sont développeurs, mais ils doivent le faire un peu mieux qu'avant s'ils veulent tirer parti de technologies un peu modernes, quoi. Donc quelque part, on s'est positionné entre les deux. On s'est dit finalement, on fait pas de l'IT comme vous avez avant, mais on offre toute la flexibilité d'un cloud, mais en même temps, on ne force pas tout le monde à changer complètement de paradigme d'organisation. On le permet. Parce que du coup, on a une plateforme qui permet d'avoir à plusieurs niveaux de lisibilité et qui peut être opérée soit d'une manière très classique ou de manière très organisationnelle DevOps. Voilà, bon, tout le reste, il nous reste plein de trucs à faire. Donc si vous avez des questions sur les choses qu'on n'a pas... Si vous avez des questions, on n'a pas le temps, mais on va quand même... Si, parce que c'est la pause après. Donc on a 5 minutes, c'est parfait. Bon, on a 5 minutes de questions, super. Qui se lance? Ça devait être tellement clair qu'on aurait... Si. Vous avez parlé Alors, pour être... Comment vous gérez la transition d'un ancien mode de travail des ingénieurs système et des ingénieurs réseau à ce fonctionnement? Alors, la question c'est, parce qu'il faut que
faut que tout le monde entende. On avait une équipe de combien de personnes sur cette partie, on va dire, construction cloud privé, et puis comment on a réussi à faire en sorte que les personnes qui étaient dessus ont appris un nouveau métier quelque part, ou ont transformé leur métier. Alors aujourd'hui, c'est un groupe de personnes qui ont été pris dans différents silos, comme je vous expliquais tout à l'heure, dans différents silos qui sont très orientés technologiques, donc le réseau et l'infrastructure réseau, la partie système, la partie applicative, donc avec l'équipe dans laquelle je suis. Ouais, les spécialistes en fait. Donc on a un spécialiste réseau. Voilà, on a un spécialiste application, on a un spécialiste système qui est pas là aujourd'hui, et spécialiste architecte applicatif qui est là, et puis quelqu'un qui est censé faire la gestion de projet. Bon, toujours est-il que quelque part on avait donc 4 internes. On avait une personne qui était en alternance sur la partie monitoring at scale, donc sur un truc qui s'appelle Monasca, et c'était le noyau. Et on a une personne qui nous aide à faire le lien avec les équipes de développement, donc qui nous permet en fait de faire du support au quotidien avec les équipes de développement qui utilisent la partie, on va dire, de notre offre. Plus avant, ce qui est intéressant, c'est que on a essayé au maximum de rentrer pas dans les process, mais au moins dans l'existant. Les serveurs sont déployés par les gens qui ont l'habitude de les déployer. Ils sont surveillés. Donc les serveurs qui hébergent notre infrastructure OpenStack sont surveillés par le pilotage qui a l'habitude de surveiller les serveurs legacy. Donc on n'a pas besoin de ressources en plus pour surveiller, pour exploiter. On n'a pas besoin de forcément beaucoup de ressources en plus pour exploiter le cloud privé en fait. C'est là où on a pu gagner un peu de personnes et de budget, si notre patron nous écoute, mais voilà. Et du coup, en fait, c'est là où, quelque part, c'est l'effet bénéfique, c'est que on a montré qu'on avait tout intérêt à passer tous nos développements internes sur ce genre de solution, parce que finalement, on allait pouvoir automatiser tout ce qui était semi-automatisé dans chaque équipe, en fait, et puis pouvoir avoir tout ce qu'apporte OpenStack, en fait, sur toute la partie automatisation. Ouais. Vous avez réussi à gérer tout ce qui est droit d'accès, permission. Ah, très bonne question. Alors la question porte sur est-ce qu'on a... Donc déjà, bien sûr que oui. Comment est-ce qu'on a fait pour gérer tout ce qui est permission et droit d'accès? Alors déjà, on va tout de suite dire, les droits d'accès et permission au VM, on a géré, mais c'est pas forcément... Est-ce qu'on a envie que tout de suite, dès qu'il y a un problème, la personne aille sur une VM? Non, parce que c'est pas forcément comme ça qu'on débug. Mais c'est géré. On a géré ça avec tout simplement un utilisateur qu'on crée systématiquement, qui est dans les sous-doueurs de la VM et auquel les DevOps ont accès. Les DevOps ou l'exploitation. Donc ça déjà, c'est géré. Donc la plupart des développeurs n'ont pas. Je me permets juste de dire, on a juste récupéré le système existant qu'on a calqué en fait dans la partie VM. Donc on n'a rien inventé, on a juste récupéré l'existant pour mettre la politique d'accès. C'est la même gestion qu'aujourd'hui sur les machines physiques. Et après, derrière, les droits d'accès sont implémentés de façon classique via le portail, en fait. C'est une application normale, donc avec des projets. Alors, les projets, les tenants OpenStack, ils sont mappés sur les structures des équipes, en fait. Tu as une équipe qui va faire la distribution, aura son projet. Une équipe d'une filiale aura son projet, le projet filiale, et ils ont leurs droits sur leur projet. Par contre, dessus, ils ont tous les droits. Enfin, ils ont tous les droits. Ils ont au moins le droit d'exécuter des templates HIT. Donc, ça veut dire à peu près tous les droits, puisque le catalogue, en fait. Les actions OpenStack sont portées par ces templates-là. Et là, donc, d'une part, c'est géré par l'existant, parce que c'est une application comme les autres. Donc, chez Archaea, on a un système de permission centralisé. Donc, ils vont dedans, il y a un petit truc qui s'appelle OpenStack, Archaea On Demand. Ils ont le droit d'y aller. Et dans l'application, dans le portail, on gère aussi un peu plus finement ce qu'ils ont le droit de faire. Et à partir de là, tu as ça, tu as les droits sur la VM, tu as besoin de rien d'autre. C'est là où on a fait le choix en fait, de pas calquer un système d'accès à Horizon par exemple pour pas laisser aux développeurs, parce qu'on estimait aussi que ces systèmes d'accès à Horizon étaient trop complexes et ils étaient très liés à de l'infrastructure et pas forcément à ce que demandaient les développeurs. On n'avait pas envie de mapper tous nos développeurs dans Keystone en fait. Voilà. Une de plus? Oui. Votre portail, c'est un développement personnalisé? Oui. Tout à la main, monsieur. Tout à fait. Non, il n'est pas open source, non. Il n'est pas open source, c'est celui-là. Mais je note que ça avait un intérêt. Déjà, oui. Très, très bonne chose. Mais plus que l'aspect visuel, on se base sur... il y a une librairie qu'on utilise pour piloter avec du Java OpenStack qui s'appelle OpenStack 4J. C'est pas mal. On n'est pas tous super fans.
Mais moi j'aime bien, c'est vraiment pas mal. Pour piloter le cloud sous-jacent, c'est bien fait. C'est quoi l'effort de dev de ce portail? Et quoi? Le nombre de jours de développement. Beaucoup trop. Mais on s'amuse bien, donc moi ça me va. Bon, bah merci, on fait signe C'est que bon c'est fini. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.